Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine, et vous regardez votre émission 7 Sport. 7 Sport, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde, avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de 7 Sport aujourd'hui, nous parlerons de la Coupe du monde des moins de 18 ans qui se joue actuellement au Chili, et nous verrons ensemble le parcours des équipes africaines. Avec moi sur ce plateau, comme tous les lundis soir à 20h45, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir Willy Tonangoy. Comment vas-tu Michel? Très bien, merci. Ouais, il y a quand même quelque chose qui nous fait rire là. Et puis bon voilà, on va demander à nos amis téléspectateurs de nous excuser un tout petit peu. On a eu une petite blague sur le plateau et puis bon voilà, on commence l'émission dans la bonne humeur, on va le dire. Et bien sûr Willy, et surtout avec tout ce qui, l'activité qui a été dense durant le week-end, avec évidemment cette qualification du Gabon. In extremis, Michel. Voilà, dans le cadre. Le Gabon battu. Voilà justement. Mais c'est qualifié quand même. Mais bon, qu'à cela ne tienne, généralement, les Gabonais retiennent l'essentiel, hein, c'est la qualification, d'accord, des A' dans le cadre du CHAN 2016 qui se prépare. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais également sur ce plateau, Mamadou Niang du service des sports de Canal 7. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Comment vas-tu Mamadou? Oh, ça va. Ça se voit, hein, ça se voit que ça va. Ça va comme toi. Oui, comme tout le lundi soir à 20h45, c'est normal, on retrouve tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent à travers le continent africain. Et puis on va dire bonjour à qui? Nos amis cette fois-ci. On a dit bonjour, on a dit bonsoir à nos amis sénégalais, à nos amis béninois. Et puis on pense à qui? Tous nos amis africains. On va quand même revenir au Gabon. Il y en a qui nous suivent sur site. Hein. On a des personnes comme Sylvain Alogo et toute son équipe. Alogo, c'est un enfant. Ah oui, c'est un enfant. Et comment on dit bonsoir enfant, Michel? Ambolo. Ambolo. Alors on va dire donc Ambolo à Alogo, Sylvain qui nous regarde en ce moment. Il est sur site, un site pétrolier, hein, c'est au Gabon. Ouais. Et puis on n'a pas le droit de faire, sinon c'est de la publicité. Non, c'est de la publicité, on dirait tout simplement qu'il est sur site. Hein. Voilà, on va également dire bonsoir à nos amis de la République démocratique du Congo, et à eux, on va dire beauté. Hein, comme on dit également à beauté, à ceux-là qui nous regardent depuis Brazzaville, c'était au Congo, et je crois qu'ils sont nombreux, comme nous l'indique la page Facebook de l'émission, beaucoup de messages qui nous viennent de la République démocratique du Congo et du Congo, qui nous demandent bien sûr d'avoir également beaucoup d'images concernant les autres championnats en Afrique. Et je rappelle bien évidemment qu'au Gabon, eh bien celui du Gabon, le championnat, lui va démarrer le 14 novembre prochain, Michel, avec déjà des grands matchs, Manga Sport, Football Canon 105, CMS. Donc au Gabon, ça va reprendre en novembre, et puis bon, ce n'est que du bonheur, Michel. Ah oui, ce n'est que du bonheur, même si un temps soit peu, la date a été quand même décalée, hein, parce que normalement, on partait d'abord sur l'accord du Non, elle est restée toujours 28, elle est au restée 14. toujours, 14 ok, d'accord, donc c'était des spéculations, parce qu'on aurait cru que ça commençait le 28 de ce mois, en fait. Bon, bah, en tout cas, ce qui est très sûr, c'est que les forces en présence reviennent d'ici peu, et que nous allons encore revivre de l'émulation dans le cadre, évidemment, des stades. On va revoir, évidemment, toutes ces équipes-là qui vont revenir avec des nouvelles ambitions, avec, d'accord, de la dynamique. Donc, en tout cas, le rendez-vous est de taille quand même. Ben voilà. Nous allons commencer cette émission tout de suite avec du kickboxing. La Fédération gabonaise de kickboxing a organisé les 23 et 24 octobre le championnat junior et la Coupe du Gabon de kickboxing de 2015. La Coupe du Gabon s'est déroulée au siège de la Fédération gabonaise de boxe, cela dans le but de préparer les prochaines compétitions internationales. Michel Zueyi. Rentrons plutôt dans le cadre de la préparation des prochaines grandes compétitions internationales qui pointent à l'horizon. La Fédération gabonaise de kickboxing a organisé les 23 et 24 octobre dernier de manière simultanée 2 tournois sur le plan local, à savoir le championnat junior et la Coupe du Gabon de kickboxing 2015. Plusieurs athlètes locaux ont pris part à ces 2 grandes compétitions nationales, dont la Coupe du Gabon qui s'est déroulée au siège de la FEGABOX, en présence du président de la Fédération gabonaise de kickboxing, Eric Elabekale, du conseiller du ministre chargé du sport scolaire et entreprise Aurélie Zué, et d'un public venu nombreux, encourager et booster les pugilistes. Après avoir offert des belles prestations au public lors des différents affrontements dans chaque catégorie et version kickboxing et full contact sur le ring de la FEGABOX, les 2 tournois ont rendu leur verdict. Parmi les vainqueurs de ces rencontres qui ont été couronnés de médailles d'or et de trophées, les tueurs étaient à l'honneur. Personnellement, ça me fait une joie immense d'être champion du Gabon. Déjà que c'est quelque chose que je rêvais d'avoir.
Et je remercie Dieu parce qu'il m'a permis d'avoir ça ce soir. Au terme de la Coupe du Gabon, le président de la Fédération de kickboxing s'est dit satisfait des prestations des athlètes et du niveau de la compétition. Il est convaincu du potentiel de ces derniers et reste optimiste pour les échéances à venir. Techniquement, physiquement, je suis heureux de les voir comme ça parce qu'au mois de novembre, nous allons participer au championnat du monde de full contact en Irlande. Et en début décembre, nous avons les internationaux à Libreville, deuxième édition. En pro, spécialement en compétition professionnelle. Et nous avons aussi Gabonais qui vont postuler à 6 titres de champion d'Afrique professionnelle. La représentante du ministre des Sports satisfaite également a encouragé les athlètes gabonais à poursuivre dans cette dynamique de succès avant de s'engager au nom du ministère à soutenir particulièrement cette fédération qui fait honneur au pays. Il faut rappeler qu'à l'issue du récent championnat d'Afrique centrale de kickboxing zone 4, le Gabon a conservé son titre de champion de full contact, dont la sous-région, s'en tirant avec 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Alors, Michel Zioyi, c'est parti pour le kickboxing au Gabon. Bien sûr, c'est parti pour la phase de préparation, d'accord, des grandes compétitions internationales évidemment qui se préparent. Donc du coup, il faut déjà affûter les armes. C'est pourquoi la Fédération gabonaise de kickboxing a pris les devants en organisant déjà quelques compétitions sur le plan local pour pouvoir, n'est-ce pas, renforcer déjà les capacités de certains et pourquoi pas pour pouvoir remettre autant pour moi en condition physique les athlètes. Amadou, un mot sur le kickboxing. On constate quand même qu'au Gabon, c'est l'une des disciplines qui amène quand même le Gabon au plus haut niveau de temps en temps, même si ce sont des résultats en dents de scie. Bon, je sais qu'ils ont fini de faire le ménage au niveau de la zone. Incontestablement, c'est une équipe, c'est une discipline qui a fini de faire pratiquement sa place au niveau de la zone 4, la zone 4 ou la zone 3. Et donc, qui s'attaque un peu à l'Afrique et au monde. Vous avez dit que le président a dit qu'il prépare aussi les championnats du monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en championnat du monde sans avoir obtenu une bonne place en Afrique. Ça veut dire que donc en Afrique, ils sont bien placés pour aspirer maintenant au niveau mondial. Et je pense qu'avec une bonne préparation, ils devraient pouvoir bien représenter l'Afrique à ces prochains championnats du monde. Michel, on compte avec cette équipe-là pour les championnats du monde. On pense que le Gabon va faire un bon résultat, va se positionner peut-être parmi les 4 premières équipes. Bien sûr, Willy, parce que quand on voit déjà les résultats par rapport évidemment à cette compétition qui s'est achevée le 26 juillet dernier du côté du Cameroun, c'était une compétition qui concernait la zone 4. Bah, écoutez, le Gabon a pu quand même sortir du lot. Le Gabon a conservé son titre de champion de full contact, évidemment, dans cette sous-région. Et oui. Et puis, le Gabon s'est en sorti également avec 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent, suivi du Cameroun, évidemment, qui l'a remporté dans le cadre, évidemment, de light kick, parce qu'il y a light kick et le full contact. Donc, ce sont 2 versions, évidemment, de cette discipline. Et on parle, les Wichas Zamba également, elle fait partie de l'équipe nationale chez les dames. Bien sûr, mais en ce qui concerne cette coupe du Gabon, évidemment, c'était beaucoup plus les hommes, mais je pense qu'en ce qui concerne l'échéance à venir, dont la prochaine compétition, prochaines compétitions, on a le championnat du monde, on a les internationaux de Libreville, ça incarne tout le monde, ça implique la participation de tout le monde, tant chez les dames que chez les hommes. Donc, moi, je me dis, aujourd'hui, ils ont leur morale au beau fixe. Les athlètes gabonais sont plus qu'engagés à pouvoir hisser plus haut les couleurs du drapeau national. Donc, on peut rester optimiste, il faut serrer les doigts, il faut les croiser et je pense que le président, avec la politique qu'il a initiée, de pouvoir prendre le taureau par les cornes beaucoup plus tôt, je pense que ça payera à la longue. Voilà, nous allons poursuivre cette émission et parler de Kalusha Bwalia, le président de la Fédération zambienne de football, est soupçonné de lien avec le scandale de la FIFA par la commission anticorruption de Zambie sur le versement en liquide de 80 000 $. Une enquête a été ouverte contre ce dernier, effet de surprise pour la Fédération zambienne. On retrouve une nouvelle fois Michel Zioyi. Kalusha Bwalia, le président de la Fédération zambienne de football, est soupçonné de lien avec le scandale de la FIFA. À cet effet, une enquête a été ouverte par la commission anticorruption de la Zambie sur le versement en liquide de 80 000 $ qui fait l'objet d'un litige. Il s'avère que cet argent aurait servi d'une sorte de motivation pour inciter M. Bwalia à voter d'une certaine manière pendant les réunions de la FIFA ou autre genre d'élection, ce qui est synonyme de corruption. Accusation que refoulent les membres de la Fédération zambienne. Faz
La phase est irréprochable. Nous ne votons pas au congrès de la FIFA. Je veux dire, nous ne votons pas pour qui, par exemple, est censé accueillir la Coupe du Monde et nous ne prenons pas part non plus au financement trouble autour des Coupes du Monde de la FIFA. La phase où son président ne sont pas impliqués. Mais bien sûr, nous sommes des individus et chacun d'entre nous assume les questions individuelles selon nos capacités et nous avons la liberté de pouvoir interagir avec qui nous voulons. Donc, la question de savoir si la phase est impliquée ou que le président soit impliqué ne se pose pas. Engagé à la fois à la Fédération zambienne, à la CAF et à la FIFA, où il participe à la commission du football, Kalusha Bwalia n'a pas fini d'appliquer cet ambitieux programme que cet épisode commence. La question qui se pose est donc celle de savoir comment le plus grand ancien footballeur zambien de l'histoire de ce pays pourrait accepter de salir son image et sa réputation en se laissant corrompre par des pots de vin. Pour le moment, le président de la Fédération zambienne ne s'est pas encore prononcé sur ces accusations portées contre sa personne, mais qu'à cela ne tienne, s'il s'avérait que ce dernier était vraiment mêlé à ce scandale, la Zambie serait au cœur d'une véritable tempête. À voir la tournure que prennent les événements, les observateurs se disent que ce grand dossier de scandale de la FIFA est encore loin d'être bouclé. Après Kalusha Bwalia qui rejoint le banc des accusés de la commission anticorruption de la Zambie, il convient de se demander à qui le tour. La chasse aux sorcières se poursuit. Alors Michel, la chasse aux sorcières se poursuit. Kalusha Bwalia dans le viseur justement de la Fédération zambienne de football. Lui aussi, on peut penser que vraiment Kalusha a été corrompu, lui aussi à ce niveau-là quand même. Bah écoutez Willy, c'est un dossier très délicat parce que à ma connaissance, Kalusha Bwalia n'a pas encore été impliqué dans des dossiers assez suspects. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes tous surpris, tout comme la Fédération. Lui-même ne s'est pas encore prononcé sur la question, mais on ose croire que d'ici là, il sortira de sa réserve. Parce qu'en ce moment, la seule et unique, ou alors je dirais le seul souvenir qu'ont actuellement les supporters zambiens, les footballeurs zambiens, ou alors je dirais même le pays, généralement, il s'agit d'ailleurs de sa prestation. Il faut dire que Kalusha a été élu en 2008 président de la Fédération zambienne de football et il n'a jamais, je dis bien, il n'a jamais été refoulé ou alors critiqué. D'ailleurs, il est à son 3e mandat aujourd'hui. Et en plus, je dirais que quand il est passé, il était passé avec plus de 120 voix sur 197. Et l'on se souvient également que par rapport à son parcours, aujourd'hui, c'est quand même une référence. Il a été quand même ballon d'or africain en 1988. Mais le parcours ne justifie pas également la moralité. Bien sûr, c'est pour dire, en fait, si je relate tous ces faits, c'est tout simplement pour démontrer combien de fois les gens sont surpris aujourd'hui parce que son image n'a jamais été entachée. Voilà, son image n'a jamais été entachée, on ne l'a jamais retrouvé dans ce genre de situation. Mais bon, qu'aujourd'hui, il puisse être la cible même de ces accusations, ben écoutez, de toute façon, ce qui est très clair, c'est que c'est lui-même qui détient la réponse de ces accusations et il n'y a que lui pour pouvoir laver son image. Mais pour le moment, nous restons sous réserve. Mamadou, un mot sur Kalusha? Je veux juste dire qu'il faut préciser que l'accusation ne vient pas de la FIFA. Bien sûr. C'est la commission de corruption de la Zambie. Qui a accusé Kalusha Bwalia. Donc c'est une affaire purement zambienne qui n'est pas encore... Elle est encore interne. Voilà, elle est encore interne, donc ça ne concerne pas encore la FIFA. C'est la commission d'enquête qui a dit que Kalusha Bwalia a reçu de l'argent de la FIFA, et ainsi de suite. Bon, donc là, on attend sa réponse. Rien n'est prouvé. Attendons d'abord donc qu'il réponde à ces accusations avant de faire un quelconque jugement. Donc pour le moment, c'est une affaire... entre Zambiens, attendons donc, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de la FIFA actuellement. Oui, et c'est argument contre argument, de toute façon. On aura l'occasion de revenir sur ça, d'autant plus que c'est une affaire qui est encore purement zambienne et qu'on attend la réponse ou encore peut-être la réaction de Kalusha Bwalia. Nous allons poursuivre et parler de Yaya Touré qui demande sa retraite internationale, ça il faut le dire. Le joueur ivoirien Yaya Touré a démenti ce lundi, donc lundi dernier, la rumeur concernant sa retraite internationale par le canal d'une certaine presse. Désolé et choqué au sujet de cette fausse information, plutôt réservée, l'Ivoirien a forcé sa nature pour régler ses comptes avec ses détracteurs. Michel Zuey.
Dégoûté par les nombreuses rumeurs qui courent actuellement au sujet de sa retraite internationale, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, a décidé de sortir de sa réserve pour faire part de son ras-le-bol et de répondre à ses détracteurs. Ce dernier a démenti avec amertume et regret les bruits autour de sa fin de carrière internationale en approche à travers une interview qu'il a accordée au journal L'Équipe lundi. Le capitaine des éléphants a été clair en disant « C'est faux, c'est du n'importe quoi. J'aime mon pays. Si ce n'était pas le cas, si j'étais rancunier, oui, j'aurais dit j'arrête. Quand je vais en sélection, cela me coûte plus que cela me rapporte. Mais c'est mon pays, et même si je suis le joueur le plus insulté de ce pays, même si j'ai été la risée de tout le monde, je ne peux pas l'abandonner. » Fin de citation. Dans les colonnes du journal L'Équipe, le joueur ivoirien a également exprimé son sentiment de déception concernant certains médias qui divulguent des fausses informations, y compris certains responsables du monde du football à l'endroit de sa personne. Pour lui, il est regrettable qu'on parle d'un nouveau départ tout en oubliant le travail qu'il a abattu durant la dernière saison. Car ce dernier a rappelé qu'il avait marqué 26 buts. Aujourd'hui, personne ne l'a mentionné, a-t-il fait constater. Dégoûté par toutes ces spéculations et par toutes les persécutions dont il fait l'objet depuis des années, Yaya Touré estime qu'il est temps pour lui de sortir de sa coquille pour parler et se défendre, cela dans le but de démasquer ses détracteurs qui, d'après lui, utilisent ses moyens juste pour le déstabiliser et l'écarter du monde du football. Le message est donc bien clair pour l'opinion nationale et internationale. Yaya Touré poursuit sa carrière et il n'y a pas de retrait international pour le milieu de terrain ivoirien. À bon entendeur, salut. Voilà, Michel Yui, Yaya Touré reste et continue à jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire et aussi pour celle de Manchester City. Bien sûr qu'il reste. Et d'ailleurs même, vous savez, là, il s'est donné un exercice très difficile parce que vous savez, la nature de ce dernier est toujours qu'il est resté sous réserve. Hein. Yaya Touré s'est difficilement soumis à ce genre d'exercice où il faut passer en entretien, publier des interviews chocs. Lui, c'est pas sa nature. Mais là, franchement, il est sorti de sa réserve parce qu'il s'est senti, il sort de sa réserve parce qu'il se sent blessé dans son amour-propre. Et du coup, il s'est dit que moi, pour la... pas, Michel. Oui. Il se sent blessé parce qu'il y a eu des rumeurs qui couraient, qui disaient que Yaya Touré devait complètement arrêter de jouer au football avec l'équipe nationale. Il se sent blessé sous deux aspects. D'abord, dans ce cadre-là où on a divulgué une fausse information alors que lui-même n'avait pas encore tenu de conférence de presse pour annoncer... Aussi, hein. Oui, bien sûr, mais qu'à cela ne tienne, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il n'a pas encore fait une conférence de presse pour l'annoncer officiellement, mais que les gens prennent les devants pour le rabaisser comme ça, ben, je pense que... Non, mais c'est pas un rabais, Michel, moi je comprends pas. Parce non, lui, il estime... Il a rendu quand même des bons services à la Côte d'Ivoire. Il est champion d'Afrique en titre. Oui, donc, justement, il estime que les gens sont ingrats, il estime qu'on l'oublie complètement et qu'on veut l'écarter complètement du groupe. Or, effectivement, qu'il a bien servi le pays et qu'il continue de vouloir servir le pays. Donc, du coup, d'autre part, il dit qu'il se sent frustré et blessé parce que apparemment, il fait l'objet des injures, que ce soit dans le contexte footballistique ou dans le contexte actif ou le contexte politique. En tout cas, pour le moment, ce dernier se dit qu'actuellement, il va être ce qu'on va retenir, c'est que Yaya Touré... Et vous savez... Michel, oui. On va retenir que Yaya Touré reste avec l'équipe nationale, reste un joueur ivoirien. Et il n'a pas pris sa retraite. Non, il n'a pas pris sa retraite. On va le dire, Michel. Oui, on accorde quelques minutes, peut-être à Mamadou, le temps de réagir un tout petit peu. Mais tant mieux pour la Côte d'Ivoire que d'avoir encore Yaya Touré pour l'exercice de son talent. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs sur son départ, sur sa retraite. Et lui-même, après la CAN 2015, il avait laissé l'idée qu'il se donne un temps de réflexion pour voir s'il va continuer ou bien s'il va arrêter. Mais il n'a jamais dit qu'il va arrêter. À partir du moment où il dit qu'il n'arrête pas, en fait, le débat est clos, comme vous venez de le dire. Bon, il continue, tant mieux. Et puis on espère bien qu'il va encore apporter beaucoup de choses à la formation ivoirienne, aux éléphants de Côte d'Ivoire. Un dernier mot, Michel, sur Yaya Touré, mais vraiment un tout dernier. Un dernier mot, Willy, merci très rapidement sur Yaya Touré, c'est que nous les journalistes, nous devons jouer un rôle, c'est celui-là de relayer l'information, des informations fondées. Car aujourd'hui, ça peut avoir de l'impact, comme aujourd'hui ça a eu de l'impact sur Yaya Touré, qui a finalement décidé de retirer même ses enfants, écoutez, il a quand même 2 garçons, de les retirer du monde du football parce qu'il estime que malgré le boulot qu'il a abattu, il n'est
pas heureux d'avoir gagné tout ça, tout simplement parce que malgré le fait qu'il puisse abattre ce travail... Non, s'il n'est pas heureux d'avoir gagné tout ça, là, donc la Coupe d'Afrique n'est pas heureux Écoutez, je d'avoir me gagné fie tout à ça. ses propres déclarations, d'accord? C'est pas quelque chose d'inventé, je me fie à ses propres déclarations où il a dit qu'il a pris un coup psychologique et qu'il préfère même que ses enfants puissent poursuivre leurs études au lieu de le suivre dans son monde du football, tout simplement parce que aujourd'hui, il a avoué que malgré les titres, malgré tout cet argent qu'il a gagné, il n'est pas heureux. Merci, Michel. Merci. Nous allons poursuivre cette émission et parler cette fois-ci du CHAN 2016. La Confédération africaine de football a annoncé que le tirage au sort de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 aura lieu le 18 novembre 2015 à Kigali. Après la phase retour des éliminatoires ce dimanche, la liste des pays qualifiés se présente ainsi qu'il suit. Rwanda, Tunisie, Maroc, Guinée, Mali, Angola, Zambie, Zimbabwe, Éthiopie, Ouganda, Gabon, République démocratique du Congo, Niger, Nigeria. Seront connus le 31 octobre prochain les vainqueurs des confrontations Côte d'Ivoire, Ghana, donc 2-1 pour le Ghana à l'aller, Congo-Brazzaville, Cameroun, 0 but partout au match aller. Mamadou Niang, dans ces éliminatoires retour, surtout le dernier tour, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2016, on va retenir un match, celui du Gabon contre le Tchad ici. Le Gabon s'est imposé à l'aller en N'Djamena 2-0, mais s'est fait battre le week-end dernier à Libreville, donc 1-0 par le Tchad. Qualification in extremis du Gabon, on peut penser à, c'est-à-dire quasiment acquis pour le Gabon, 3e participation à une phase finale du CHAN. 3e participation, mais je pense que ils n'ont pas tiré les enseignements de l'équipe A, parce que même s'ils n'étaient pas directement concernés, ils devaient quand même tirer les enseignements de l'équipe A pendant la CAN 2015. On a vu que l'équipe A, après sa victoire contre le Burkina Faso, s'est vue déjà au 2e tour, et après on a vu ce qui s'est passé par la suite. Bon, eux, ils sont allés au Tchad. Quand j'ai vu le match, vraiment, le contenu était très bon. Je me suis dit que s'ils jouent sur le même tempo, alors ils ne devaient pas avoir de difficultés à Libreville pour assurer la qualification. Malheureusement, ils se sont cuits très beaux, ils ont pratiquement décompressé. Et au match de retour, ils ont failli être rattrapés au score. Éliminés ou rattrapés au score. Parce que je me dis qu'il faut se dire que tant que le match n'est pas fini, on n'est pas qualifié. Donc, il ne faudrait pas attraper trop vite la grosse tête, ensuite décompresser un peu pour dire qu'on a gagné, c'est fini. Donc, il faut tirer ces enseignements-là. Ensuite, mieux préparer la phase finale. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, leur objectif ne sera pas de se qualifier uniquement, mais de passer la première étape. Après 2 qualifications, ils sont arrêtés au premier tour. Donc, cette fois-ci, ils doivent au moins viser les demi-finales et pourquoi pas la finale. Et donc, ils vont tirer les enseignements du match de retour, être beaucoup plus sérieux, plus concentrés sur les matchs, pour ne pas connaître des devoirs à l'avenir. D'accord. Alors, nous allons poursuivre et parler à cette fois-ci du centre Berry Sportif. Le centre Omnisport Berry Sportif a tenu son assemblée générale ordinaire de bilan de la saison 2014-2015 et des perspectives pour la saison 2015-2016. Le club du président fondateur Ala Bafal veut opérer de profondes réformes pour se hisser au rang des meilleurs du continent. Mamadou Niang. Le centre Berry Sportif de Libreville a organisé son assemblée générale ordinaire de bilan et perspectives ce samedi 24 octobre à son siège ici au quartier Montagne-Seine en présence des dirigeants, joueurs et sympathisants. Le président fondateur Ala Bafal tire le bilan. Sur le plan sportif parlant, on voulait également exprimer, ça a été une débâcle, pour ne pas dire une déception à ce niveau. Notamment notre équipe, l'élite, la première division professionnelle. Donc à ce niveau, les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants. Mais en revanche, en ce qui concerne la formation, c'est là où il y a la grande satisfaction. Donc à ce niveau, je crois que c'est un bilan qu'il faut également, d'une part, comprendre que l'élite, c'était vraiment pas ça, et la formation, nous avons eu quand même une mention excellente. Avoir les hommes capables de mener à bon port les ambitions du club, réformer en profondeur et changer les mentalités, tels sont les chantiers auxquels le centre Berry Sportif va s'atteler. Des hommes capables de comprendre des orientations, capables de traduire l'expression voulue par le responsable du club. Ok, perspective, mais la première pour nous,
c'est les réformes que nous allons initier. Et la première réforme, vous avez compris, c'est la réforme de changement de mentalité. Il faudrait que ceux qui sont avec moi changent de mentalité. Si nous voulons parvenir à des bons résultats, il faut que les mentalités changent. Avec son slogan « Prêt pour être champion », le Centre Mbéry-Sportif, qui accorde une priorité particulière à la formation, ambitionne toutefois d'ajouter d'autres trophées à la collection déjà riche qui orne la salle d'exposition. Mamadou Niang, le centre Mbéry sportif donc, va à l'assaut du championnat national exercice 2015-2016. Le centre Mbéry sportif est une équipe qui joue dans le championnat gabonais de première division. Cette année, c'est une équipe qui a envie peut-être d'avoir une place continentale. Ah non, parce que bon, c'est une équipe d'abord qui est née en 96, c'est pas très loin, ben, qui met l'accent surtout sur la formation. Un journaliste a posé la question au président pour lui dire pourquoi cette équipe-là ne vise pas les places continentales. Et le président Alabafal a répondu, laissez-nous d'abord achever le premier processus de formation que nous avons entamé. Il mise d'abord sur la formation et ensuite il dit, revenez dans quelques années, dans 5-6 ans, quand nous aurons achevé ce processus de formation, alors demandez-nous maintenant comment nous allons faire pour conquérir l'Afrique. Mais pour le moment, son objectif, c'est, en fait, leur objectif, c'est de mettre l'accent sur la formation et ensuite d'avoir de très bons joueurs formés qui vont sortir, qui vont permettre à ce club-là d'avoir des ambitions beaucoup plus relevées. Et pour la formation aussi, il dit qu'il faut également beaucoup de moyens, parce que le club également, la formation demande énormément de moyens, que souvent les clubs n'ont pas. Donc, il a la recette de moins de la formation. Ensuite, viser par la suite l'élite, quoi. Voilà. Pour le moment, il ne vise pas la Coupe d'Afrique. Ben voilà, on espère bien que c'est une équipe qui va se maintenir et qui va jouer les premiers ou seconds rôles dans ce championnat exercice 2015-2016. Nous a rejoint sur ce plateau Abdoul Aziz Maïga, le consultant de cette émission de cette sport. Bonsoir Aziz. Bonsoir Willy, bonsoir Mamadou. Et comment vas-tu Aziz? Très très bien, on est là encore pour... ça se voit Aziz. Et Aziz est là pour parler justement de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue actuellement au Chili. Le parcours des équipes africaines dans cette compétition mondiale, il faut le dire, 4 équipes proposées pour le continent africain, 2 qualifiées pour les 8e de finale, à savoir le Nigeria et le Mali. Mamadou Niang, nous allons regarder les images déjà du Nigeria qui a réussi à se qualifier pour les 8e de finale. C'est une très bonne chose pour cette équipe. Et Osimhen, lui, qu'on voit ici, buteur, est jusqu'à maintenant meilleur buteur de ce tournoi, jusqu'au moins à ce stade avec 4 réalisations. C'est une très très bonne chose pour l'Afrique et surtout pour le Nigeria. Mais, très bonne chose pour l'Afrique, pour le Nigeria, d'abord qui est champion du monde, donc qui va continuer à défendre son titre. Ils sont champions du monde des moins de 17 ans. Actuellement, ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Ensuite, pour l'Afrique, parce que nous avons aussi, les Africains ont jusqu'à présent 2 équipes qui sont présentes au 2e tour. Même s'il y a 2 équipes qui sont éliminées, il y a 2 équipes qui partent en 8e de finale. Et ces 2 équipes qui partent en 8e de finale ont l'habitude aussi des grandes compétitions. C'est le Nigeria, c'est le Mali. Donc nous ne sommes pas surpris de la performance du Nigeria et du Mali. L'Afrique du Sud, c'est vrai, ils sont éliminés au premier tour, mais ils ne sont pas réguliers sur le plan mondial. Tout comme la Guinée, qui, depuis 1996, depuis 1900... Il y avait un problème les primes quand même en ce qui concerne ces jeunes joueurs voilà, guinéens, justement. Qui n'avaient pas perçu leurs primes et tout ça là, qui va amener un tout petit peu de l'imbroglio au sein de ce groupe. Mais je crois quand même que bon, c'est une très très belle expérience pour cette équipe guinéenne, cette jeune équipe guinéenne. Mais c'est une belle expérience, une très belle expérience, comme vous l'avez dit. Je crois qu'ils vont apprendre. J'avais dit la fois dernière, ils n'ont qu'à d'abord se contenter de jouer parce qu'ils vont apprendre. Et puis à partir de leur performance, il pourrait y avoir des contrats avec des clubs européens, pourquoi pas. Donc je pense qu'il faut les encourager et ensuite continuer aussi à avoir espoir que le Nigeria et le Mali pousseront encore l'Afrique à d'autres niveaux, pourquoi pas en quart de finale, en demi-finale et pourquoi pas en finale pour que le Nigeria puisse... On pourrait avoir Mali-Nigeria en finale de cette Coupe du Monde de 17 ans. Ouais.
C'est possible. Abdulaziz Maïga, le Mali également est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue actuellement au Chili. On va regarder les images de la victoire du Mali, la dernière contre le Honduras, quasiment 3-0. Très belle équipe du Mali, Abdulaziz Maïga. On peut compter avec cette équipe malienne. Quand on regarde un tout petit peu la progression de ces jeunes garçons, on peut tout de suite penser que, bon, en ce qui concerne même la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est une équipe malienne qui, dans 2, 3, 4, 5, voire 6 ans, pourrait remporter une CAN avec ces jeunes qui montent. Effectivement, le Mali est sur déjà les traces des grands qui ont fait parler du Mali lors de cette compétition. Des moins de 17 ans, je pense à Mamadou Diarra, je pense à Seydou Keita qui ont fait parler d'eux par ces compétitions des jeunes. Et le Mali, cette année, est sur ses traces. On se disait tous que les 4 équipes qualifiées qui représentaient l'Afrique lors de cette compétition mondiale allaient faire comme en 2013, où on a vu 4 sur 4 pour les huitièmes de finale. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux équipes qui représentent valablement le continent, comme le disait Mamadou tout à l'heure. Ce sont des équipes sur lesquelles on peut compter parce que ce sont des habitués de la compétition. Le Nigeria est championne du monde en titre. Le Mali a été parmi les 4 meilleures équipes du continent. Et du coup, la progression du Mali, même si elle a commencé en dents de scie, elle a su retrouver la compétition et on espère tout simplement la vitesse de croisière, la carburation nécessaire. La carburation, c'était comme un moteur diesel. Le Mali est déjà sur une bonne pente et on espère tout simplement qu'ils feront parler d'eux. Mais sans oublier aussi que si le Mali se qualifie pour les quarts de finale, ils auront fort à faire face à des équipes, soit la France ou l'Allemagne. Donc on sait tout simplement que le Mali sera face à de grosses écuries, sauf que le Mali ne jouera pas... Et le Mali est habitué à ce genre de match. Et le Mali ne jouera pas contre le Nigeria avant la finale parce que le Nigeria est classé de l'autre côté. Ben voilà, on va tout de suite donner les résultats des équipes, surtout les tableaux des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Alors mercredi 28 octobre 2015, le Brésil sera aux prises avec la Nouvelle-Zélande à 17 h. Le Mexique, lui, sera aux prises avec le Chili. Le Nigeria va donc en découdre avec l'Australie. La République de Corée sera donc aux prises avec la Belgique. Le 29 octobre prochain, la Croatie va en découdre avec l'Allemagne, le mano à mano Mali, RDP, Corée, Russie, Équateur et France, Costa Rica. Ce sont les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue actuellement au Chili. Et en ce qui concerne les statistiques par rapport à ces huitièmes, à ces premières rencontres, alors le Mali a donc la meilleure attaque avec 70 tirs jusqu'à maintenant. L'équipe a marqué 5 buts, 18 ballons bloqués, 17 ballons sauvés, 30 tirs non cadrés. Le Mali aujourd'hui reste une équipe mais très très dangereuse. Et le meilleur buteur est pour l'instant le Nigérian Victor Osimhen avec 4 buts. Donc Mamadou Niang, 4 équipes lancées dans cette compétition mondiale, 2 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Et avant les huitièmes de finale, le Mali a dit à la meilleure attaque. Le meilleur buteur pour l'instant était nigérian. On va dire carton à demi-plein pour l'Afrique. Et on espère bien, comme le disait Aziz Maïga tout à l'heure, qu'on risque de retrouver un Mali-Nigeria en finale. C'est possible. Mais c'est possible dans tous les cas. Dans la catégorie des jeunes, les Africains n'ont pas à rougir des autres pays. Ils ont tout le temps traité d'égal à égal et puis rivaliser avec les pays d'Europe, que ce soit les Européens ou bien les Sud-Africains, les Sud-Américains. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas au niveau de la formation de ces jeunes-là. Vous avez vu, ils sont souvent en finale, ils sont champions du monde, mais c'est arrivé au niveau senior. Quand ils arrivent au niveau senior, c'est là où la différence se crée. C'est là où on n'arrive pas encore à avoir une équipe africaine en demi-finale de Coupe du Monde ou bien en finale de Coupe du Monde, mais c'est les catégories des jeunes. Je dis que les Africains n'ont pas à rougir quand même des autres continents et des autres pays. Nous sommes bien représentés. Et je suis sûr et certain que le Nigeria et le Mali vont continuer sur cette lancée-là pour, pourquoi pas, se retrouver en finale. C'est pas écarté. La possibilité n'est pas écartée. Au vu bien sûr des rencontres et des résultats de ces équipes. Nous allons poursuivre cette émission et parler de la FIFA. Le Sud-Africain Tokyo Sexwale est candidat. L'ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela est ministre du Logement dans le gouvernement du président Jacob Zuma. De 2009 à 2013, Tokyo Sexwale a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA. Il est le 5e candidat déclaré à l'élection prévue le 26 février prochain. Mamadou Niang. Le Sud-Africain Tokyo Sexwale, ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela, est officiellement candidat à l'élection à la présidence de la FIFA du 26 février. Après le Camerounais Issa Hayatou, patron par intérim,
C'est au tour d'un Sud-Africain de briguer la tête de l'instance dirigeante du football mondial. L'ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela a en effet annoncé son intention de déposer sa candidature pour l'élection à la présidence de la FIFA à 2 jours de la date limite de dépôt des dossiers. Conseiller de la FIFA dans la lutte contre le racisme, richissime homme d'affaires, il est le 5e candidat officiel après le Français Michel Platini, président de l'UEFA actuellement suspendu 90 jours, l'ancien secrétaire général adjoint de la FIFA Jérôme Champagne, le prince Ali de Jordanie et David Nakid, ancien capitaine de la sélection de Trinidad et Tobago. La fédération sud-africaine a d'ores et déjà annoncé son soutien à Sekwale, tandis que la fédération allemande a indiqué plus tôt dans le mois qu'elle était prête à en faire de même. Le Kaiser Franz Beckenbauer s'est même déclaré en faveur de l'ancien prisonnier politique devenu ministre du Logement dans le gouvernement du président sud-africain Jacob Zuma de 2009 à 2013. Au contraire du président de la Fédération libérienne de football Moussa Bility, Tokyo Sekwale devrait bénéficier du soutien des 54 fédérations africaines, un atout considérable pour le Sud-Africain. Voilà, avant que de poursuivre avec cette émission, rendons à César ce qui est à César et dire également à tous nos téléspectateurs que les images que vous avez pu regarder concernant les rencontres des équipes africaines, c'est-à-dire le Nigeria et le Mali en Coupe du Monde des moins de 17 ans, nous viennent de la FIFA. Il faudra bien sûr remettre à César ce qui est à César. Nous sommes sur le chapitre FIFA, bien entendu, en ce qui concerne les candidatures. Après Sekwale, on a Jérôme Champagne et David Nakid qui sont également candidats. Le Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, est candidat à la présidence de l'instance suprême du football mondial et a déposé les 5 lettres de parrainage nécessaires. Il devient donc le 4e candidat et officiellement déclaré après Platini, président de l'UEFA, le prince jordanien Ali et l'ancien capitaine de Trinité et Tobago, David Nakid. L'élection à la présidence de la FIFA est maintenue pour le 26 février prochain. Mamadou Niang. La présidentielle de la FIFA, prévue le 26 février, est en plein brouillard, à 3 jours de la date limite du dépôt des candidatures lundi, avec en favori Michel Platini suspendu et dans l'incapacité de faire campagne, et pour le moment 3 adversaires sans grande envergure. Le Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, a assuré que ce vendredi matin avoir déposé sa candidature avec les 5 parrainages de fédération nationale nécessaires. Il devient ainsi le 4e candidat officiellement déclaré après Michel Platini, président de l'UEFA, le prince jordanien Ali et l'ancien capitaine de Trinidad et Tobago, David Nakid. L'élection à l'association du président des missionnaires, le Suisse Sepp Blatter, aura lieu le 26 février 2016, date maintenue mardi par le comité exécutif extraordinaire de la FIFA. Il faudra cependant voir si les vrais poids lourds sortent du bois d'ici le 26 octobre à minuit pour donner un peu plus de crédibilité à la campagne électorale. Le choix du patron du football asiatique, le cheikh Bahreïni Salman, vice-président de la FIFA, ainsi que du Sud-Africain Tokyo Sekwale, homme d'affaires et ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela, sont particulièrement attendus d'ici lundi. Alors, Mamadou Niang, on met un peu de clair dans cette affaire. Il y a plusieurs candidats déjà. Platini n'est plus. Sekwale et Tokyo de l'Afrique du Sud. Il y a également le prince Ali, beaucoup de candidats. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que bon, ces candidats-là sont les meilleurs ou pas? Parce que ça devient quand même difficile à traiter, cette affaire de la FIFA, ce qui concerne les candidatures et autres. Mais on retiendra quand même que bon, Sekwale est le candidat africain pour l'instant. Le mieux placé. Bon, c'est le candidat africain. On ne peut pas dire qui est meilleur ou bien qui ne l'est pas. Qu'il n'est pas, les urnes vont déterminer. Mais il faut simplement dire que c'est un bon candidat. Oui. Il tient la courte quand même par rapport à toutes ces affaires. Platini, déjà, il est suspendu, il ne fait pas campagne. Même quand il revient, sa réputation est déjà entachée. Et c'était le candidat le mieux placé. Madou, une petite information quand même. On a cru entendre que l'UEFA veut engager un candidat en placement de Platini au cas où. L'UEFA prépare déjà quelqu'un. C'est un avocat qui était un bras droit de Michel Platini. Oui. Au cas où la candidature de Michel Platini ne serait pas acceptée, donc l'UEFA va présenter l'avocat pour
pour représenter la structure. Oui. Mais il faut savoir aussi qu'au sein de l'UEFA, il y a pratiquement une division parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est une voix. L'Allemagne représente quelque chose en Europe quand même. Et c'est Franz Beckenbauer lui-même qui a été le premier, le Kaiser, le premier à dire que Sékou Allé doit se présenter. Cela fait plus d'un mois de cela. Donc lui déjà, il était pour que le Sud-Africain se présente à la tête de la FIFA parce qu'il dit que c'est un homme propre, c'est quelqu'un qui vient à la FIFA pour mettre de l'ordre. Donc déjà, Sékou Allé aura les 54 voix africaines. Ensuite, il pourra grignoter des voix européennes. Avec l'Allemagne, avec l'appui de l'Allemagne. Des poids lourds comme Franz Beckenbauer. Oui, c'est ça. Ensuite, voir un peu l'Amérique du Sud. Mais je pense qu'il est très bien placé actuellement, même si également le roi Salman, il y a un sixième... Le prince Ali qui est là en embuscade. Il y a un sixième candidat, c'est Cheikh Salman de la Confédération asiatique de football, lui également, qui a déposé sa candidature aujourd'hui même, parce que les candidatures sont closes à minuit. Aujourd'hui à minuit, donc on aura pratiquement peut-être 6 ou 7 candidats, mais je sais que, je tiens encore à dire que le Sud-Africain a beaucoup de chances pour être élu président de la FIFA. Alors, Abdelaziz Menga, qui est-il vraiment? Ce nom de Tokyo, Sékou Allé, c'est un nom de Tokyo, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, mais d'où vient ce nom? Écoutez, de son vrai nom, Mosima Gabriel Sékou Allé. Sékou Allé, le nom de Tokyo, c'est un surnom qui vient de sa première passion, le karaté. Il faut dire que c'est sa passion, le karaté. Il a commencé avec le karaté et il s'est intéressé au football tout récemment, notamment en 2007, lorsqu'il s'est engagé à lutter contre le racisme. Et le même combat que Nelson Mandela. Effectivement. Il y a des hommes qui ont compris aussi que, bon, en passant par le sport, on pouvait unir les peuples. Effectivement, comme Nelson Mandela, c'était des combattants contre l'apartheid et autres. Et lui, il a fait son entrée dans le football en 2007 en combattant le racisme. Et lors du groupe qui a été formé, ou encore du staff qui a été formé pour pouvoir diriger la Coupe du Monde 2010 en terre sud-africaine, il est venu avec cette vision. Il a été accepté, il a intégré les différentes commissions qui ont été mises en place. Et lui, ça a été son chemin de bataille. Et aujourd'hui, le voir parmi les candidats à la FIFA n'est pas une surprise pour les avertis du football, parce que c'est quelqu'un, même s'il n'est pas dans le domaine depuis longtemps, il connaît le domaine footballistique, surtout mondial et africain, parce qu'on sait que l'Afrique du Sud représente assez une bonne partie du continent africain en termes de décision. Et lui, il a sa part à porter, même si on sait que ça ne va pas être facile pour les Africains lors de cette élection de la FIFA. Voilà. Nous allons poursuivre et parler cette fois-ci du football féminin et des Jeux olympiques de 2016. Les sélections nationales d'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont décroché les 2 billets réservés à l'Afrique pour le tournoi féminin de football des Jeux olympiques de Rio 2016. Sud-africaines et zimbabwéennes ont éliminé la Guinée équatoriale et le Cameroun, grande favorite de la double confrontation. Mamadou Niang. L'Afrique australe représentera le continent au tournoi féminin de football des prochains Jeux olympiques Rio 2016. Les Sud-Africaines et les Zimbabwéennes ont en effet écarté les 2 favorites venues de l'Afrique centrale, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Les Sud-Africaines, déjà présentes aux Jeux olympiques 2012, ont décroché leur billet de Rio grâce à une victoire 1-0 à Bata au dernier retour des éliminatoires. À l'aller, elles avaient été tenues en échec 0-0 par des Équato-Guinéennes, pourtant 2 fois championnes d'Afrique 2008 et 2012. Jamais qualifiées pour une Coupe du Monde, les Sud-Africaines confirment en revanche leur goût pour les Jeux olympiques, elles qui ont également fini 3 fois sur le podium des Jeux africains. La présence du Zimbabwe aux Jeux olympiques 2016 reste une grande surprise selon les observateurs avertis du football féminin. Les Zimbabwéennes, rarement en vue ces dernières années, ont ruiné les ambitions des Lions indomptables, présentes à Londres il y a 3 ans. Les Camerounaises se sont inclinées 1-0 à Harare après avoir gagné 2-1 à Yaoundé. Le but encaissé à domicile leur a été fatal. Sud-africaines et zimbabwéennes tenteront de faire mieux que les Lions indomptables du Cameroun, 8e de finaliste du Mondial 2015.
Attaquons tout de suite le thème de la semaine. Aubameyang dans le cercle des grands attaquants du monde. C'est la question d'aujourd'hui. On va donc en débattre avec Abdulaziz Maïga et Mamadou Niang. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, l'attaquant du Borussia Dortmund, est rentré dans le cercle des meilleurs attaquants, des grands attaquants du monde, Aziz? Effectivement, si quelqu'un le dit, on ne pourra pas crier au scandale parce que présentement, Aubameyang a le vent en poupe et il ne cesse de se confirmer jour après jour. Et vous le savez, en 4 jours, il a réalisé un triplé, des triplés qui ont fait parler lors de l'Europa League et notamment lors du championnat allemand, le championnat allemand. Et donc, la Bundesliga, voilà. Et donc, ce sont des scores qui ne cessent de parler. En 20 matchs, en 18 matchs déjà, Aubameyang a marqué 20 buts, donc il est dans les statistiques des grands attaquants du monde, mais des scores que même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'ont pas encore réalisé cette saison. Donc présentement, tous les yeux sont rivés sur ce grand attaquant, on peut le dire déjà, qui fait parler bien du Gabon, mais non seulement du Gabon, mais de l'Afrique en général, sur les compétitions mondiales. C'est pas pour rien qu'il est juste derrière moi, parce que... J'aurais bien aimé qu'il soit aussi derrière moi. Ah ben non, ben écoute, il y a Cristiano Ronaldo tout de même, hein, qui pour l'instant lui aussi rend les compteurs très fous. Mamadou Niang, est-ce que les prestations de Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui pourraient l'amener à être sacré joueur africain de l'année? Je crois que je l'ai dit ici sur le même plateau il y a quelques semaines de cela. Je disais que moi je vote Pierre-Emerick pour le Ballon d'Or de 2015. Oui. Simplement parce que, vu d'abord sa progression depuis qu'il a quitté Saint-Etienne, depuis Saint-Etienne d'abord, Saint-Etienne, ensuite Dortmund, depuis 3 ans, il est sur une pente ascendante. Donc, il s'y ajoute ensuite que cette année, pratiquement, c'est lui qui porte le Borussia Dortmund. À l'époque, il y a d'autres joueurs, mais cette année, c'est lui qui joue en pointe et c'est lui qui pratiquement fait la différence. On a vu les triplés, les quadruplés qu'il marque, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de prendre du galon. Maintenant, il faut continuer à confirmer pour être parmi, parce que j'ai même été surpris de ne pas le voir parmi les ballons d'or européens. On a cité Yaya Touré, alors qu'il pouvait bel et bien avoir sa place dans cette liste-là de 54 joueurs, des meilleurs joueurs africains, des meilleurs joueurs du monde. Oui. Donc là, il poursuit sa progression. S'il continue à claquer des buts, à rester dans cette forme-là, et ensuite à continuer aussi à mener les Panthères du Gabon au très haut niveau, c'est sûr et certain que je ne parle même pas du Ballon d'Or africain. On a vu lors d'un dernier CAN, Pierre-Emerick a été muet. C'est vrai qu'il a marqué contre le Burkina Faso, mais qu'aussi, on sait qu'avec le Gabon, en 2012, quart de finale, éliminé par le Mali, penalty raté, c'est loin de l'histoire ancienne. Mais pour l'instant, on aimerait aussi que Pierre-Emerick Aubameyang puisse gagner des titres avec le Gabon et peut-être amener le Gabon à son peut-être au-delà de son meilleur niveau, qui est un quart de finale, qui sont bien sûr 2 quarts de finale de Coupe d'Afrique, mais qu'aussi Pierre-Emerick puisse amener le Gabon même en finale ou en demi-finale de Coupe d'Afrique. Ce serait très intéressant pour lui et pour le Gabon. Je pense qu'il est sur la bonne voie aussi. Il ne faut pas aussi trop se précipiter, trop lui demander. Il est encore jeune, effectivement. Il a encore beaucoup à prouver. Laissons-le d'abord s'exprimer, prouver dans son club. Ensuite, répercuter cette réussite-là en équipe nationale. C'est vrai qu'en équipe nationale, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il doit encore davantage imprimer sa patte en équipe nationale pour dire qu'il est le patron. Faire la différence comme, je suis sûr, avec Malik et Voulas à la pointe de l'attaque, avec Bulot et tout ça. Je crois que cette équipe peut valoir au Gabon de réelles satisfactions en 2017. Donc, oui, Mamadou Niang, Aziz, mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui les performances de Aubameyang avec Dortmund, qui sont aujourd'hui, on va dire, comme tu viens de le dire, mais vraiment magnifiques, mais qu'avec le Gabon, il ne puisse pas vraiment être à son meilleur niveau? Écoutez, cela peut se justifier simplement par le fait que c'est 2 climats différents et ce n'est pas la même organisation au sein de l'équipe nationale qu'en club. On sait qu'en club, c'est plus professionnel, même si en équipe nationale, on essaie de faire pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et aussi, il faut dire qu'en équipe nationale, le même registre dans lequel il joue, certes, c'est le même registre, mais est-ce que ce sont les mêmes joueurs qui l'alimentent qui sont là?
Donc, il faut voir. On a vu avec Lionel Messi, c'est souvent paradoxal que le fait d'avoir des résultats en club ne soit pas avec le Barça, c'est difficile. Effectivement. On a quand même vu Messi amener l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Effectivement. Et Aubameyang, je pense qu'aussi, lui, il est sur cette à la force de la cheville. À la force de la cheville, bien sûr. Il est sur ses tracés et on ne va pas trop demander. Et on sait qu'il apporte, rien que par sa présence, il apporte beaucoup à cette équipe nationale. Et on espère tout simplement que lors des compétitions à venir, il fera parler non seulement de lui par sa présence, mais aussi par sa rigueur, parce qu'on veut un Aubameyang qui pulvérise aussi les scores sur le plan continental. Qui soit un leader, qui tire vraiment les Panthères vers le haut pour pouvoir aller en demi-finale et voir en finale, parce qu'on sait qu'en 2017, le Gabon abritera la Coupe d'Afrique des Nations et Aubameyang aura un rôle très important à jouer. Et je pense qu'il est déjà en train de le montrer sur le continent européen en pulvérisant les scores. Et ça suscite vraiment de l'envie déjà au niveau des jeunes attaquants. Je parle de Malik Evouna, je parle d'autres qui sont même là sur le plan. Effectivement, ils vont chercher à se retrouver en Aubameyang et j'espère tout simplement que c'est de bon augure pour l'équipe nationale gabonaise. Une petite question, Madou, avant de boucler. Est-ce que les résultats ou aujourd'hui les performances de Pierre-Emerick Aubameyang avec Dortmund peuvent l'amener à être sacré joueur de l'année sur la petite période actuelle? Mais je l'ai dit, je le répète, moi je vote Pierre-Emerick pour ce ballon d'or africain. Je ne veux pas quelqu'un d'autre, c'est vrai. Après Pierre, il y a Yaya Touré. Mais Yaya n'est pas au niveau. Hein, pas je veux savoir si les résultats actuels comptent pour être sacré meilleur joueur, pas ballon d'or ou meilleur joueur africain. Les résultats actuels de ce mois-ci. Oui, bien sûr, c'est au mois de... Les votes vont jusqu'au mois de janvier. Ouais, donc Mamadou est pour Pierre-Emerick Aubameyang. Non, je suis pour Pierre-Emerick, et puis s'il ne décroche pas le ballon d'or, ça me surprend là. Mais on ne va pas dire que Mamadou va arrêter à sa carrière de journaliste ou pas de consultant. Non, je ne le dis pas, mais je continue à l'encourager. Mamadou mettra sa main au feu. Ah non, pas du tout. Non, c'est sûr qu'il est tout proche du ballon d'or. Mamadou Abdelaziz Amiga, merci, je pense bien. Un dernier mot, rapidement, on a fini là. Bon, dire merci, et tout comme Mamadou, et pas parce que Mamadou l'a dit, on sait que Aubameyang a le vent en poupe et il est bien positionné pour remporter le titre de ballon d'or cette année, et voilà. Cette sport, c'est terminé, mais nous ne partirons pas sans pour autant saluer tous ceux qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission. Il s'agit de Fidèle, ici à Libreville, Eric Mangumba à Libreville au Gabon, Boukoubi Landry Brett, c'est à Mounana dans la province du Haut-Ogooué, Alogo Nang Sylvain sur site pétrolier, on l'a salué en tout début d'émission, Marcelin Bungonza et Pierre Mousse à Mwanda, c'est au Gabon, et sans oublier Dalia Laure Moussadji à Lambaréné. Merci de nous avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau, même décor. Mais n'oubliez pas de consommer Canal 7 sans modération aucune. Au revoir et à la semaine prochaine.